Donc ceux qui se moquent de la grandeur de la France, comme M. Cohn-Bendit et Mme Duflot, ils ne se moquent jamais du nationalisme guerrier des États-Unis. Ceux qui fustigent le défilé militaire sur les Champs-Élysées, comme Mme Eva Joly, elle approuvait qu'au même moment, 3000 km au sud, les mêmes avions qu'elle ne voulait pas voir au-dessus des Champs-Élysées étaient en train de bombarder des femmes et des enfants en Libye. Elle l'approuvait. Donc je n'hésite pas à dire que ceux qui sont dans ce camp-là sont des traîtres, en fait, à la République française. Ceux qui se moquent de la mission universelle de la France dont parlait le Conseil national de la résistance ne crachent pas seulement au visage des milliers de Français résistants qui sont morts pour ces idéaux, parce que c'est ça qu'ils font. Quand ils se moquent de la grandeur de la France et de la mission universelle, ils se moquent de ce qu'ont écrit nos aïeux qui se sont battus avec leurs poings et pratiquement sans moyens contre la Gestapo et les nazis. C'est de ça qu'ils se moquent. Mais pas seulement. En réalité, de façon consciente ou inconsciente, ils agissent en fait pour donner tout pouvoir à l'empire euro-atlantiste dirigé depuis Washington pour dominer l'univers. Voilà ce qu'ils font. Et moi je dis à M. Cohn-Bendit et à Mme Duflot, vous qui voulez donner le siège de la France au Conseil de sécurité, qui voulez le donner à l'Union européenne, qui est entièrement dans la main des États-Unis, vous vous faites les complices de ça, de ces enfants qui en ce moment sont couverts de sang des armées de l'OTAN en Irak ou en Libye. Alors, rétablir la mission universelle de la France, c'est être, ce n'est pas être cocardier, patriote ou colonialiste, ça c'est fini. Ce sont des choses qui sont passées. On a eu ça dans notre histoire, c'est vrai, il faut assumer toute l'histoire. Mais ça n'est pas que ça, la France. Je l'explique longuement dans ma conférence sur l'histoire. Le rôle historique de la France, c'est d'être le porte-parole de l'émancipation des peuples et de la liberté du monde. C'est à chaque fois que la France a été comme celle-ci qu'elle a été grande dans l'univers. Donc, nous allons d'abord inscrire dans la Constitution le principe de l'incessibilité du siège permanent de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Remarquez bien d'ailleurs que ceci est déjà inscrit dans notre charte du 25 mars 2007, comme quoi, j'ai de la suite dans les idées. Pourquoi ? Parce que ce siège est la garantie que le monde occidental ne se résume pas à l'impérialisme anglo-saxon. Deuxièmement, nous allons redonner vigueur à l'Organisation des Nations Unies et à la primauté du droit international. De ce point de vue-là, je ne suis pas... Ça m'arrive, c'est déjà arrivé plusieurs fois, je l'ai souligné, je ne suis pas d'accord avec ce que disait Charles de Gaulle dans les années 60 où il traitait l'ONU de machin, parce que l'ONU, avec tous ses inconvénients, c'est vrai, participe quand même d'un principe fantastique en matière d'émancipation et en matière de civilisation, c'est de traiter sur un plan d'égalité comme membre des Nations Unies, par exemple, le royaume de Tonga ou bien les Samoa, avec la Chine populaire ou les États-Unis d'Amérique. Et ça, c'est un principe que je crois très important. Nous devons redonner vigueur à cette organisation des Nations Unies parce qu'elle est la détentrice. C'est elle qui fixe également la primauté du droit international positif. Je rappelle d'ailleurs que l'ensemble de l'action de l'Union populaire républicaine se place précisément dans le cadre du pacte des Nations Unies du 16 décembre 1966 sur les droits civils et politiques des peuples du monde, qui reconnaît dans son article 2 que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un droit inaliénable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a fallu introduire dans les traités européens ce droit de sécession qui a été introduit entraînant des pieds par les européistes, mais ils ont bien été obligés de le faire avec l'article 50 dont nous nous prévalons. Il faut également dénoncer les dérives du prétendu droit d'ingérence humanitaire. Et nous devons nous faire les défenseurs de la stricte égalité de traitement entre les nations et refuser le double standard. La dénonciation des violations des droits de l'homme, c'est bien,
Mais la dénonciation des violations des droits de l'homme dans un pays et pas dans un autre qui les persécute bien davantage, ça n'est pas bien. La dénonciation de la détention d'armes de destruction massive, d'accord. Mais quand c'est le pays au monde qui détient le plus d'armes de destruction massive qui le reproche à celui qui n'en a aucune, eh bien c'est mal. La dénonciation de projets de programmes nucléaires, d'accord, mais quand ce sont des pays qui eux-mêmes ont l'arme nucléaire, en vertu de quoi ont-ils le droit de se poser en donneur de leçons? Tout cela ne peut pas se faire sur la base d'un deux poids, deux mesures. Parce que l'opinion de l'humanité ne se résume pas à ce que l'on entend sur TF1 et parce que la communauté internationale ne se résume pas à ce qui se passe entre Washington, Bruxelles, Rome, Berlin, Paris et Londres. Ce n'est pas vrai. Lorsque Dominique de Villepin avait fait son discours inspiré à l'Organisation des Nations Unies en 2003, malheureusement, ça s'est arrêté là. Mais lorsqu'il avait fait ce discours, eh bien, force est de constater, comme je le rappelle souvent, et que dans les semaines qui suivirent, dans les jours qui suivirent, il y avait des files d'attente qui se sont créées dans les alliances françaises, à Buenos Aires, à Caracas, Mexico, New Delhi, Moscou, Tokyo, Pékin, Sydney, Le Caire, etc., de gens qui voulaient apprendre le français parce que d'un seul coup, ils retrouvaient la France qu'ils aimaient.